bonsoir. Nulle part au monde on ne peut trouver un trafic maritime aussi intense au beau milieu d'une agglomération de plus de 10 millions d'habitants. Nulle part au monde on ne peut trouver une ville où l'on peut changer de continent en quelques minutes. Thalassa vous entraîne sur l'une des plus fabuleuses villes maritimes au monde. Thalassa vous propose de faire escale à Istanbul, en Turquie. Istanbul pourrait se résumer à un détroit sinueux, le Bosphore, qui sépare l'Asie de l'Europe. Car par sa géographie, Istanbul est une ville à part, une ville aux confluences de l'Orient et de l'Occident, une ville au carrefour de deux mers, la mer de Marmara et la mer Noire où se bousculent sans répit les bateaux à destination de la Russie ou en provenance d'Afrique. Ville monumentale, ville historique, elle a toujours inspiré les écrivains, Agatha Christie, Pierre Loti, Ernest Hemingway. Mégalopole tentaculaire, même déchue de son rang de capitale de la Turquie, Istanbul ne cesse de grandir. C'est aujourd'hui une ville double, avec son versant européen et son versant asiatique. Isabelle, où est-ce qu'on se trouve exactement? Parce que par ce temps de brouillard... Eh bien, on est au milieu des eaux, on est à l'embouchure du Bosphore, du côté de la mer de Marmara, avec à l'est la partie asiatique d'Istanbul, l'Asie, à l'ouest l'Europe. Et c'est vraiment incroyable cette sensation de pouvoir d'un seul regard embrasser à la fois l'Orient et l'Occident. Alors là, nous sommes sur un petit îlot, la tour de Léandre, un îlot qui a été fortifié au XIIe siècle pour protéger le Bosphore. Et c'est le premier monument qu'on aperçoit à l'entrée de la ville, premier témoin d'une histoire millénaire. Serait-ce l'une des plus belles villes du monde? Ou n'est-ce qu'un mirage? La vue est si étrangement belle que l'on doute de sa réalité. Istanbul, capitale d'empire et centre magnétique du monde. Ici se rejoignent et se heurtent l'Asie et l'Europe, l'Orient et l'Occident, les musulmans et les chrétiens. C'est la seule ville au monde construite sur deux continents. Tout a commencé autour de la Corne d'Or, exceptionnel port en eau profonde, au beau milieu de la ville. Cosmopolite Istanbul. Quand cette région était encore déserte, quand l'histoire n'avait pas encore commencé, la géographie avait déjà œuvré pour Istanbul, en la plaçant au carrefour des mers et des terres. On peut dire que c'est la géographie qui a décidé le sort de cette ville, Istanbul. Murat Belger a écrit des milliers de pages sur sa ville. Cet écrivain promeneur d'Istanbul voue une affection particulière à la Corne d'Or. C'est ici qu'en 657 avant Jésus-Christ, un certain Byzas a choisi de fonder Byzance. La Corne d'Or, regardez, elle a vraiment la forme d'une corne. Et c'est très important pour Istanbul. C'est elle qui a façonné le destin d'Istanbul. Ici, quel que soit le temps, quelle que soit la saison, quels que soient les vents, c'est un port où tous les bateaux peuvent s'abriter. C'est fondamental cette situation dans l'histoire de la ville. En 330 de notre ère, Byzance est rebaptisée Constantinople par l'empereur Constantin qui lui donne son nom et en fait la capitale de l'Empire romain d'Orient. Constantinople, la plus impériale de toutes les villes du monde. 10 siècles passent, la ville est plus convoitée que jamais, nous sommes en 1453. Le sultan ottoman Mehmed II met le siège devant la ville de Constantinople. Mais la Corne d'Or est inaccessible, fermée par une lourde chaîne qui interdit aux bateaux ennemis de passer. C'est grâce à un incroyable subterfuge que les Ottomans parvinrent à pénétrer dans la Corne d'Or. Écoutez plutôt. C'est par la terre que la flotte de Mehmed II fut transportée. Les bateaux, hissés par la force des hommes, roulaient sur d'énormes rondins de bois enduits de graisse de bœuf jusqu'à la Corne d'Or.
L'événement, considéré comme une prouesse guerrière, est toujours commémoré chaque année. Sans la corne d'or pour se protéger, Constantinople ne tenait plus debout. Les Turcs se ruèrent sur la ville, sabre à la main, faisant fuir les Byzantins qui se piétinèrent en s'enfuyant dans la panique. Aussitôt, Mehmed II entre en triomphateur dans Sainte-Sophie. Destinée hors du commun, celle qui fut la plus grande église chrétienne d'Orient se voit transformée en la plus grande mosquée du monde musulman. C'est ainsi qu'aujourd'hui encore, les murs de Sainte-Sophie sont envoûtés par les prières des chrétiens mélangées au chant de l'islam. Devenue la capitale de l'empire le plus étendu de tous les temps, l'Empire ottoman, Constantinople change encore une fois de nom et devient Istanbul. Elle est couverte de mosquées par les sultans, le palais de Topkapi devient la résidence impériale et le grand bazar est créé. Il sera pendant des siècles la plaque tournante de tout le commerce en Orient. Şişko Ousmane est l'un de ces héritiers de la tradition commerçante qui firent longtemps d'Istanbul le plus grand marché de la planète. Il fait du négoce de tapis dans un de ces lieux à 2 étages, tout droit sorti du Moyen-Âge, le Han. Normalement, c'est sur la confiance que s'est basé le commerce à Istanbul. Une seule parole, une seule promesse, et ça c'est le commerce. Istanbul, c'est où l'Asie achète l'Europe et l'Europe achète l'Asie. L'époque ottomane s'achève au début de ce siècle avec le général Mustafa Kemal, dit Atatürk, qui abolit le sultanat et fonde la République en 1923. Pour bien marquer sa rupture avec les Ottomans, Mustafa Kemal déclare Ankara capitale de la Turquie. Istanbul est déchue de son rang, elle n'en demeure pas moins la principale ville turque, tant sur le plan économique que par son rayonnement culturel. L'Istanbul d'aujourd'hui a le cœur qui balance. Européenne ou orientale, laïque ou religieuse, moderne ou conservatrice. La ville la sépare d'ombre, ses souvenirs de tristes mémoires et les différents quartiers désertés par les minorités persécutées au cours de ce XXe siècle en sont les stigmates visibles. Cet endroit était un quartier typiquement grec. Dans les années 50-60, ils sont tous partis et le quartier a été complètement déserté. Ce sont alors des pauvres venant d'Anatolie ou des villages de la mer Noire qui sont venus s'installer là. Il suffit d'ailleurs de regarder leur adresse quand ils vendent leur maison. Ils viennent tous des régions pauvres et espèrent trouver du travail. Parmi les visages les plus connus d'Istanbul, il faut citer les Yalı, ces demeures au bord de l'eau qui font rêver les riches du monde entier. Imaginons un conte de fées moderne. L'histoire se passe sur les bords du Bosphore, dans un Yalı. Elle s'appelle Merve Kurtepeli Gersel. Elle est jeune, jolie et riche. Elle est l'héritière d'un magnat de la presse turque. Lui s'appelle Kaman Gürsel. Il est jeune, beau et riche, héritier d'un magnat de l'immobilier. Ils viennent juste de se marier et vivent dans une très belle maison, une des plus chères du monde. Biz kiracıyız.
Ce genre de maison, ça vaut peut-être des dizaines de millions de dollars. Ce sont des prix supérieurs à toutes les capitales du monde. Pour quelle raison est-ce si cher? Parce que l'endroit est unique au monde. Certains de ces yaleux sont des palais somptueux. Est-ce que ça vaut ce prix? Probablement oui, puisque beaucoup de gens sont prêts à le payer. C'est la nuit que la belle Istanbul montre toute son effervescence. Seul pays musulman doté d'une constitution laïque, la Turquie vit sa religion de multiples façons. Je trouve que la nuit à Istanbul, on vit pleinement. C'est une ville très vivante, très animée. Ici, nous avons une culture méditerranéenne. Les gens vivent la nuit et il y a beaucoup de divertissement. Il y a beaucoup de formes d'islam, comme il y a beaucoup de façons d'être chrétien. Ce n'est pas contradictoire, ce n'est pas un péché de se divertir. Notre islam est libéral. D'ailleurs, tout le monde s'amuse, comme vous le voyez. Istanbul, la cosmopolite, témoigne d'une liberté de mœurs et d'un sens de la fête incontestable. Il suffit pour s'en convaincre de déambuler à la nuit tombée dans le quartier de Taksim. Quel que soit le jour de la semaine, la ville danse, écartelée entre ses tendances contradictoires. On peut dire qu'à Istanbul, il y a deux sortes d'habitants. D'un côté, il y a ceux qui se lèvent avec la prière du matin et se couchent avec la prière du soir. Et puis de l'autre, il y a ceux qui sortent au moment de la prière du soir et puis qui se couchent avec la prière du matin. Certains soirs, devant le spectacle du Bosphore, il est difficile de distinguer le réel et l'irréel, la ville et son mythe, tant les deux se rejoignent à certaines heures de la nuit, magiques. Nous avons maintenant rejoint la partie européenne d'Istanbul, au cœur de la Corne d'Or, ce bras de mer si cher à l'écrivain français Pierre Loti. La Corne d'Or, comme vous le voyez, est toujours un port actif, un port où, quelles que soient les saisons, quelle que soit la météo, les bateaux peuvent venir s'abriter et surtout accoster. Combien sont-ils? Sans doute des dizaines, peut-être même des centaines, puisque le bateau reste ici le moyen de transport privilégié des gens d'Istanbul, pour qui le quotidien se résume parfois en 3 mots: ferry, boulot et dodo. Sans les serveurs de thé, la Turquie perdrait un peu de son âme. Ils sont présents partout, même dans les ferries qui vont et viennent entre deux continents. « 6 heures du matin, première traversée entre l'Asie et l'Europe. Une merveilleuse croisière pour des touristes, mais un trajet de routine pour les ouvriers qui partent travailler. Moi, je suis dans les transports. Lui, il vend des chaussettes. Lui, il travaille dans le textile. On a tous des métiers différents. Pour se rendre à l'université technique Yildiz, Halek Gerçek, ingénieur, préfère la voiture.
J'habite sur la rive asiatique d'Istanbul. C'est un quartier construit récemment. Les transports en commun n'y sont pas très développés. Il n'y a pas beaucoup de bus ou de minibus. En fait, 35% de la population vit sur la côte asiatique. Mais comme les lieux de travail sont surtout concentrés sur la côte européenne, beaucoup de gens doivent se déplacer chaque jour d'une rive à l'autre, comme moi d'ailleurs. 7h30, c'est l'heure de pointe. Vedettes rapides qui font la traversée en 5 minutes, petits et gros ferries, plus lents mais moins chers, taxis collectifs, transportent 200 000 personnes chaque matin. En 10 ans, le trafic des passagers a doublé, une croissance à l'image de la métropole qui compte aujourd'hui plus de 10 millions d'habitants. Le matin, l'essentiel du trafic se fait dans le sens Asie-Europe. L'Asie, la zone résidentielle, se vide et l'Europe voit débarquer des milliers d'employés, de cadres, de secrétaires, d'agents de change et d'étudiants forcément pressés. Levant, un quartier d'affaires qui n'existait pas il y a 15 ans. Dans les gratte-ciel rutilants ont installé de luxueuses galeries commerciales, des banques, des assurances, des groupes industriels. C'est une Istanbul moderne, agitée, arrogante, mais fragile, car la grave crise économique que traverse actuellement la Turquie touche ce petit Manhattan de plein fouet. And speed? Speed, Okay, easy, let me increase. Lorsqu'on entre, on a un sentiment d'inquiétude. Dans le détroit, non seulement le trafic est dense, mais en plus la visibilité est souvent très mauvaise et les courants sont très forts. Aujourd'hui, c'est une journée calme, mais il y a parfois des vents violents. Il faut redoubler d'attention. Ma priorité est d'assurer la sécurité du navire et d'avoir la possibilité de manœuvrer de jour. Serpente au cœur de la ville, comme un fleuve paisible, en apparence seulement. Il y a 20 ans, 25 000 bateaux traversaient le détroit. Depuis, le trafic a doublé. Plus de 50 000 navires empruntent chaque année ce passage stratégique, véritable autoroute maritime. Le Bosphore est l'unique porte de sortie, le seul débouché maritime de tous les pays riverains de la mer Noire, l'Ukraine, la Bulgarie, la Russie notamment. Ces pays importent par la mer leurs biens de consommation et exportent du pétrole et des produits chimiques. La navigation est périlleuse. Ici, les courants sont inversés. Les eaux salées de la mer de Marmara remontent en profondeur vers le nord. Les eaux plus douces de la mer Noire restent en surface et descendent vers le sud. Autre difficulté, des passages étroits, des angles vifs, des virages serrés.
Nous arrivons au point le plus étroit du Bosphore, entre Ascian et Kendili, là où se trouvent les deux citadelles. Il n'y a pas plus de 700 mètres entre les deux rives. À cet endroit, il y a une manœuvre très délicate à effectuer. C'est là que les courants atteignent leur vitesse maximale. Si à cet endroit où il faut prendre le virage, il y a une avarie de moteur ou une panne de gouvernail, je ne veux même pas y penser. Ce serait une catastrophe. « 13 mars 1994. Collision entre deux tankers russes et roumains, juste à l'entrée du Bosphore, à l'embouchure de la mer Noire. À bord du pétrolier russe Nassia, 29 marins périssent dans les flammes. Par chance, les vents éloignent l'incendie de la ville. Ce jour-là, Saïm était de service. Pour échapper aux flammes, l'équipage de l'un des tankers a sauté dans l'eau. Le navire abandonné a alors dérivé comme une bombe flottante prête à se jeter dans les bras des habitants d'Istanbul. Encore aujourd'hui, quand je viens ici, j'entends les cris des marins qui s'étaient réfugiés sur la Vigie. Je ne veux plus jamais revivre cette horreur. Les maisons au bord de l'eau, les yaleux dont poètes et écrivains ont vanté le charme incomparable, se retrouvent aujourd'hui en première ligne, au bord d'une route maritime par laquelle transitent chaque année 120 millions de tonnes de produits dangereux. Pétrole, ammoniac, explosifs, matières radioactives, gaz naturel et autres produits chimiques. Les navires semblent par endroits frôler la rive. Certaines maisons, situées à proximité des points sensibles, sont particulièrement exposées. C'est le cas de la propriété de Sema. Cette maison ottomane appartient à sa famille depuis des générations. Elle se trouve sur la côte asiatique, à Kandili, le passage le plus étroit du Bosphore, là où le courant est si fort qu'on l'a surnommé le courant du diable. Regardez ce bateau. Il est en train de tourner. Maintenant, il n'y a pas de danger. Mais je vais continuer à l'observer attentivement. Je ne serai tranquille que lorsqu'il aura vraiment négocié son virage. Et celui-là encore, c'est un petit bateau. Mais imagine un super tanker. Sa coque occupe la moitié du Bosphore. C'est une vision terrifiante. Un matin, j'ai entendu un bruit terrible. Je me suis levée et j'ai vu ici même, juste devant moi, un tanker immense qui me bouchait entièrement la vue. Heureusement, il n'est pas rentré dans ce yaleux historique là-bas. Il a simplement heurté le quai. En 40 ans, plus de 700 accidents de ce type se sont produits. En 1963, l'un d'entre eux bouleverse la population. Une jeune fille est tuée pendant son sommeil par un cargo russe qui termine sa course dans sa chambre à coucher. 85% des accidents sont dus à l'absence de pilote turc à bord.
Les dégâts que vous voyez là sont dus à la méconnaissance des courants du détroit, mais aussi à la complexité des manœuvres à cet endroit. Des capitaines qui ne connaissent pas le détroit n'arrivent pas à contrôler leur bateau et viennent heurter la route. Ces capitaines sans expérience ne font même pas appel aux pilotes. C'est ça le problème. Pas d'obligation de pilote, pas de règles, pas de limites. Ces eaux appartiennent au domaine maritime international, elles échappent au contrôle de la Turquie. Des navires dangereux, des bateaux poubelles traversent tranquillement une ville de 10 millions d'habitants. Personne n'a le pouvoir de les arrêter, de leur interdire le passage du Bosphore. Pour comprendre cette situation, il faut remonter à la fin de la Première Guerre mondiale. La Turquie s'est battue aux côtés des Allemands. Elle signe, en 1923, des accords de Lausanne qui lui retirent toute autorité sur ces deux détroits, le détroit du Bosphore et celui des Dardanelles. La gestion est confiée à une commission internationale. Treize ans plus tard, de nouveaux accords sont signés à Montreux. Ils rétablissent la souveraineté de la Turquie sur ces détroits. Pour le pays, c'est une victoire, une bien maigre victoire en réalité. Les accords de Montreux signés en juillet 1936 comprennent 29 articles. Le plus important d'entre eux concerne la liberté de passage. Ils stipulent que tous les navires de commerce, quel que soit leur pavillon et la nature de leur cargaison, peuvent passer par le Bosphore. Aucune autorité ne peut en principe s'exercer sur ces navires. Sur l'eau, tout est permis, les accidents se multiplient. Par 3 fois, Istanbul manque de s'embraser. Juillet 1960, collision entre 3 pétroliers, 100 000 tonnes de fioul se déversent dans le Bosphore, une cinquantaine de marins trouvent la mort. Juin 1979, 2 pétroliers se heurtent de plein fouet, 41 marins périssent sur l'un d'entre eux, l'Independencia. Les tankers brûlent et il faudra plus de 2 semaines pour circonscrire le gigantesque incendie. Un immense nuage de fumée recouvre Istanbul. Mars 1994, enfin, nouvel accident entre 2 pétroliers. C'est l'accident de trop. Les 3 accidents de 1960, 79 et 94 ont mené Istanbul au bord du désastre. C'est vrai, on l'a échappé belle. Mais dans notre religion, on dit que Dieu donne 3 chances à l'homme. À présent, nous avons épuisé toutes nos chances. Après le drame de 94, la Turquie réagit. Des juristes élaborent une réglementation. Des rails montants et descendants sont instaurés. Des bateaux transportant des matières dangereuses doivent passer de jour uniquement. Pour les géants de plus de 250 mètres, une escorte de remorqueurs est obligatoire. Officiellement, ce code de navigation n'a aucune valeur. Selon les accords de Montreux, la liberté de circuler est inaliénable. Mais ces règles de sécurité, destinées à protéger Istanbul et ses habitants, sont de telles mesures de bon sens qu'aujourd'hui, tout le monde les respecte. Un problème demeure, la présence d'un pilote turc à bord n'est toujours pas obligatoire. Cet après-midi, Saïm embarque sur un cargo en provenance de Roumanie. Navire libérien, pavillon de complaisance cambodgien, officiers russes, équipage syrien et égyptien. Saïm a des craintes qui se confirment à bord. Your trim well? Trim? 0, 0, it was Azov Sea. Not good. Captain, not safe. Now we take bunker and it's okay. Well, too late. After the Istanbul Boğazı, take bunker, too late. Your ship is going like this.
Le capitaine dit que la ligne entre la proue et la poupe est horizontale. Moi, je dis que l'avant s'enfonce trop dans l'eau. Dans ce genre de situation, on a du mal à manœuvrer. Le bateau répond mal aux commandes du gouvernail. C'est dangereux. J'ai demandé au capitaine pourquoi son navire était aussi chargé. Il m'a répondu qu'il n'avait pas le choix. Alors qu'est-ce qui est le plus important, l'argent ou la sécurité ? Depuis la signature des accords de Montreux en 1936, le trafic a décuplé. Les moyens de surveillance, eux, n'ont pas suivi. Dans ce poste de contrôle, situé à l'embouchure de la mer de Marmara, tout se fait encore manuellement. Gestion archaïque pour un détroit 3 fois plus fréquenté que le canal de Panama, 4 fois plus que le canal de Suez. Nous pensons que le transport de produits dangereux est arrivé à un point de saturation. Au lieu de transporter le pétrole par bateau, il vaudrait mieux le faire par oléoduc. En fait, ce serait le meilleur moyen de renforcer la sécurité de notre détroit. Dans quelques semaines, les postes de contrôle seront équipés d'ordinateurs. Ils piloteront les 16 radars automatiques placés le long des 33 km du Bosphore. Cette surveillance accrue ne règle pas pour autant le problème que la Turquie aura à affronter dans les mois qui viennent. Ce problème, c'est le pétrole de la mer Caspienne. Un nouvel oléoduc vient d'être construit entre le Kazakhstan et le port russe de Novorossiysk au bord de la mer Noire. Conséquence, le trafic des supertankers va augmenter. On passera de 5 millions de tonnes à 10 millions de tonnes de pétrole par jour. Ces dernières années, notre détroit a été transformé en oléoduc. Les habitants d'Istanbul, les organisations non gouvernementales, toute la population turque n'accepte pas cette situation. Nous avons reçu en héritage des beautés naturelles, un patrimoine culturel et historique de 3000 ans. Jamais nous ne permettrons que cet héritage soit mis en péril. Les autorités turques ont renforcé la sécurité dans le Bosphore. Les menaces de terrorisme sur les routes maritimes sont prises très au sérieux. Une nouvelle ombre sur Istanbul. Ce qui surprend toujours l'étranger de passage, c'est l'incroyable vitalité, l'incroyable énergie que cette ville semble posséder avec tous ces gens venus de partout, des régions les plus pauvres de Turquie, en particulier d'Anatolie. Des gens qui travaillent, des gens qui se déplacent, qui sont toujours en action, toujours en mouvement, et en particulier les matins ici, comme sur ces quais, les quais de débarquement des ferries en provenance de la rive asiatique. On dirait finalement que la vie ne s'arrête jamais, mais l'été, quand il fait beau,
Bien sûr, les gens d'Istanbul savent relâcher la pression. Ils quittent la ville, ils prennent leur voiture et font route vers le nord, vers les plages turques de la mer Noire. Ils rêvent tous de ressembler aux sauveteurs australiens, aux stars américaines d'Alerte à Malibu. Mais voilà, être maître nageur sur les plages d'Istanbul ne confère pas le même prestige. Cette profession en Turquie n'est pas reconnue. Et Oguz a chaque année toutes les peines du monde à trouver des volontaires. Il faut dire qu'en été, pour ces hommes, les nuits sont courtes et les journées chargées. Comme nous travaillons tous dans des bars la nuit et que le rythme est très éprouvant, nous sommes un peu stressés. Alors l'entraînement chaque matin nous permet de nous détendre. C'est le week-end, la plage va être bondée. Ce n'est pas une plage privée, mais une plage populaire qui appartient au village de Gomuşdere. Aujourd'hui, c'est sûr, il va y avoir du monde. Il faut payer son ticket d'entrée pour accéder aux plages d'Istanbul qui bordent la mer Noire. Des dizaines de kilomètres de sable fin sur les rives européennes et asiatiques, à l'embouchure du Bosphore. Le littoral est divisé en parcelles. Chacune est gérée par un village, une administration ou un groupe privé. Tout le monde n'a pas la chance de posséder une résidence secondaire. Nous, les ouvriers, nous sommes contents de pouvoir prendre un peu de bon temps ici, pour 2 € seulement. Pour nous, c'est un petit coin de paradis pas cher, et une famille peut venir passer de super vacances ici. Vacances à haut risque sur des plages meurtrières. Tous les lundis matins, la presse dresse la liste macabre des noyades du week-end. 10 morts, 16, 25 morts parfois sur les bords de la mer Noire. À Gomuşdere, c'est différent. Les jours de grande affluence, 21 maîtres nageurs, payés un salaire de misère, sont sur la brèche en permanence. Ils connaissent les dangers de la mer Noire, les lames de fond, les courants violents qui entraînent les gens au large. Mais le véritable danger, c'est l'inconscience. L'imprudence des baigneurs, dont la grande majorité, 80% environ, ne sait pas nager. Chaque été, il y a entre 150 à 200 morts sur nos plages. Sur 10 ans, ça fait 1500 à 2000 noyades et nos autorités ne réagissent pas. Il n'y a aucune prévention, ce problème n'est pas pris au sérieux. Dans ce pays, on dirait que se noyer est une fatalité, un peu comme une maladie mortelle. Gomuşdere, petit village peuplé de paysans venus de Grèce au siècle dernier. Située à 2 pas de la plage, la commune est tournée vers la terre, vers l'agriculture qui assure son économie. Le village perçoit aussi les dividendes de la plage. Pour Oguz, il est normal d'y assurer la sécurité. J'habite ici depuis plus de 22 ans et croyez-moi, j'en ai vu des gens se noyer. Pour moi, c'était insupportable. Comme ce village est censé gérer la plage et récolter de l'argent grâce à elle, la moindre des choses était de s'occuper de la prévention, de la surveillance. Aujourd'hui, dans ce domaine, nous sommes les meilleurs. Nous avons pu créer une véritable équipe de maîtres nageurs. Ici, au moins, c'est du sérieux. Il nous arrive certains jours d'intervenir 20 à 25 fois. Quant à moi, j'arrive à sauver 5 à 600 personnes par an. Depuis que je fais ce métier, j'ai dû secourir plus de 2000 personnes.
Ce dimanche-là, vers 15h, Auguste repère un nageur en difficulté. C'est un adolescent. Le médecin et l'infirmière, toujours présents sur la plage, interviennent aussitôt. Il a été entraîné par les courants. Quand on l'a récupéré, il avait déjà la tête sous l'eau. Il ne restait plus qu'une minute avant qu'il se noie. On peut dire qu'on l'a vraiment sauvé de justesse. Le vent se lève brusquement en fin d'après-midi. Depuis toujours, les hommes craignent les tempêtes aussi violentes que soudaines de la mer Noire. Noire comme la colère. Avec l'orage, la foudre peut tomber sur quelqu'un dans l'eau. Nous ne voulons courir aucun risque, tout le monde doit sortir. La journée est écourtée. Ce dimanche-là, les hommes ont encore payé leur tribut à la mer Noire. 7 morts sur les plages d'Istanbul. Hors saison, Isabelle, on oublie la plage, on se réfugie en ville, on vient dans les petits patios ici pour profiter du silence, du calme. On boit un thé, un café turc bien sûr, avec peut-être aussi quelques bouffées de narguilé. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, ici d'abord on palabre. On palabre parce qu'on est aux portes de l'Orient et ici on sait prendre son temps. Oui, vous l'avez d'ailleurs remarqué, dans cette mégapole hyperactive, les gens sont vraiment très gentils, très calmes. Et c'est sans doute parce que la ville est vraiment ouverte sur la mer. Elle est bordée, elle est traversée par la mer, qu'il y règne cette atmosphère si particulière. C'est une ambiance de port en quelque sorte. D'ailleurs, l'influence maritime est présente partout, même dans la gastronomie. Les Istanbouliotes consomment des fruits de mer à longueur d'année. Et dès le mois de septembre, on profite du passage dans le Bosphore d'un poisson très attendu. Koyuyorum lambayı baş tarafa. Tak almaya kimse koyuyorum şimdi. Tak baş tarafa. D'abord, il faut prendre l'appât, le zargana, un petit poisson qui se pêche à la nuit tombée, à l'épuisette, avec une lampe à l'avant du bateau. Le zargana, c'est ce qui se fait de mieux comme appât pour attirer le lufère. Poisson unique à Istanbul, à la personnalité redoutable. Chaque année, les pêcheurs d'Istanbul attendent le lufère avec impatience. Il arrive en général en septembre, parfois en octobre. C'est un poisson migrateur, très prisé sur le Bosphore. C'est un animal très agressif, très violent. C'est comme une espèce de piranha. Vous savez, les piranhas, ces poissons qu'on trouve au Brésil, en Amazonie, dans les fleuves, dans ces contrées-là. C'est un poisson qui détruit tout.
4 heures du matin sur le petit port de Kodja Mustafa Pacha. Haïdar, son copain Djemil et quelques petits pêcheurs se retrouvent avant de partir traquer le fameux Lufer. Ils ont pêché l'appât jusqu'à 2 heures du matin et les voilà déjà prêts à repartir. Cette nuit, une pause de 2 heures leur suffit. Pas question de dormir un jour où s'annonce le Lufer. On ne s'est pas encore couché. On s'en va pêcher le poisson, ensuite on va le vendre, on va se reposer et puis le soir on va ressortir. Mais c'est juste une courte période. Le Lufer, ce n'est pas tous les jours. Faut qu'on se dépêche. On retrouvera notre vie normale après la saison. La saison du Lufer est précieuse pour Haïdar et les autres. Non seulement ce poisson est considéré comme le meilleur du Bosphore, sa réputation fait saliver des milliers de stambouliotes, mais c'est aussi le plus cher et le plus difficile à pêcher. Il y a une dizaine de techniques différentes pour prendre le Lufer. Aujourd'hui, Haïdar et Djemil utilisent 3 hameçons. Si le poisson mord là, il a compris qu'à cet endroit, il y avait un hameçon en métal, car il est intelligent. Il ouvre sa bouche pour cracher, mais moi, si moi je vais assez vite pour tirer, il va être attrapé par le deuxième hameçon. Il faut vraiment tirer très très vite, sinon il crache aussi le deuxième. Le Lufer est le plus intelligent et le plus monstrueux des poissons de la mer. Même s'il n'a pas faim, il mord tout ce qui passe. C'est un tueur. Il tue pour le plaisir et il laisse ses victimes comme ça. Mais en même temps, c'est le plus délicieux de tous. Attention, il va se sauver. Le voilà, le fameux Lufer. Il ne paye vraiment pas de mine, mais c'est pourtant lui qui fait rivaliser d'ingéniosité tous les pêcheurs d'Istanbul. Les meilleurs connaisseurs en pêchent parfois 60, même 80 en une seule journée. Mais cette pêche miraculeuse est éphémère et toujours imprévisible. Regardez, il a avalé mes 2 hameçons. Il faut le tenir des 2 côtés, autrement il va s'enfuir. Je suis obligé de le tenir fermement parce que si je ne tiens pas fort, il va me mordre, c'est certain. À côté des petits pêcheurs qui réfléchissent et calculent pour prendre les Lufers un à un, les gros bateaux écument sans cesse les entrées du Bosphore, avec des objectifs évidemment bien différents. Une bonne pêche sur ces énormes bâtiments, c'est 10 000, parfois 50 000 poissons. Adem est capitaine du Rafet Reis, un des plus gros bateaux de pêche en activité dans les mers turques. Nous sommes sur le chemin du Lufer. Évidemment, on n'est jamais sûr de tomber sur un banc. Mais s'il y a un banc de Lufer, là, aucun poisson ne peut s'échapper. Et si ce n'est pas nous qui le prenons, alors ce sera l'autre plus loin, ou alors le 3e. Cette fois, il y a urgence à bord. Les radars indiquent du Lufer. Aussitôt, le capitaine donne l'ordre de lancer le filet. C'est un petit bateau jeté à la mer qui tire le filet en cercle au-dessus du banc de poissons. En quelques minutes, les 1500 mètres de filet sont posés. C'est là que tout se joue. C'est une affaire de secondes. Tout compte. Même le bruit peut servir à chasser le poisson dans le filet.
Si la pose doit être très rapide et détermine la qualité de la pêche, il faut plus d'1 heure ensuite pour remonter ce géant. Quand ils sont pris au piège dans le filet, la partie n'est pas encore tout à fait perdue pour les lufers. Il n'est pas rare qu'ils tentent une évasion grâce à leur instinct de survie et à leurs dents coupantes comme des lames de rasoir. Dans le filet, il y avait 10 fois plus de poissons. Mais ils ont déchiré le filet. Et c'est pour ça qu'il y en a si peu. Quand le filet se déchire, bien sûr, lui, le poisson, il s'échappe. C'est un poisson avec beaucoup de dents, regardez. On peut bien voir ses dents, c'est un vrai féroce. Pourtant venus des montagnes de Mongolie il y a 8 siècles, les citadins stambouliotes sont devenus des amateurs éclairés de tous les produits de la mer. Sur les rives du Bosphore, aux saisons propices, une véritable frénésie de la pêche et du poisson s'empare des habitants. Dans la mythologie islamique, certaines miniatures montrent l'importance du poisson. C'est même tout l'équilibre de l'univers qui repose sur le poisson. Ici, le monde tient sur un ange, qui tient sur un taureau, qui tient sur un poisson. Mais l'avenir des poissons du Bosphore est aujourd'hui menacé. De nombreuses espèces ont disparu. Beaucoup de poissons migrateurs diminuent. En automne, les poissons descendent de la mer Noire par bancs entiers pour passer l'hiver dans les eaux plus chaudes de la mer de Marmara et de la Méditerranée. C'est pendant cette migration que les pêcheurs industriels font les plus grosses pêches. Haïdar est un collectionneur militant. Pour lutter à sa façon contre la disparition des poissons, il a recensé dans des bocaux de formol tous les poissons d'Istanbul et il en a fait un musée. Arrivé d'Anatolie à l'âge de 5 ans, Haïdar a vécu la métamorphose du Bosphore. Il regrette l'Istanbul de son enfance.